Les principales migrations écossaises vers Terre-Neuve et Labrador ont eu lieu au 19e siècle et se sont déroulées en deux phases distinctes. La première a donné lieu à une arrivée massive des Lowlanders, habitants des basses terres de l'Écosse, dans la péninsule d'Avalon, où de nombreuses opportunités étaient offertes dans le monde du commerce et des échanges grâce à l'industrie du poisson en plein essor. La migration des Highlanders, des habitants des hautes terres de l'Écosse, dans le sud-ouest de l'île de Terre-Neuve, était d'un type différent. La plupart d'entre eux étaient des agriculteurs qui se sont installés sur les terres agricoles de la vallée de Codroy et de la baie Saint-Georges. Ils n'arrivaient pas tous directement d'Écosse, car plusieurs venaient de l'île du Cap-Breton, où des milliers de Highlanders s'étaient établis à la fin du 18e et au début du 19e siècle. Les premiers liens entre les Écossais et Terre-Neuve et Labrador remontent au début du 17e siècle, alors que des colonisateurs européens tentaient d'établir des colonies sur l'île. John Mason et Sir William Alexander en faisaient partie. Mason était un Anglais qui était financé par les marchands écossais pour faire la promotion de l'île auprès des migrants écossais. Alexander était un aristocrate écossais qui était influencé par le travail de Mason. En 1621, il a obtenu une concession de terre s'étendant de la baie Placentia au golfe du Saint-Laurent. Les deux hommes faisaient la promotion de l'île, en la décrivant comme une terre d'accueil potentielle pour les migrants écossais, mais leurs tentatives d'attirer des colons dans cette région ont échoué lourdement. Alexander a abandonné la partie moins d'un an après avoir reçu une concession de terre plus vaste que la Nouvelle-Écosse d'aujourd'hui. Mason s'est établi en Nouvelle-Angleterre dans les années 1620, après avoir été gouverneur de Cooper's Cove de 1615 à 1621. Près d'un siècle s'est écoulé avant que les Écossais s'intéressent de nouveau à Terre-Neuve et Labrador. En 1707, l'Écosse s'est jointe à l'Angleterre pour former le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Cette union a permis aux marchands écossais de faire commerce avec les colonies britanniques d'Amérique du Nord, dont Terre-Neuve et Labrador. Plusieurs compagnies des Lowlands ont commencé à expédier vers l'île des marchandises qu'elles échangeaient habituellement contre du poisson salé. Ce n'est toutefois qu'au 19e siècle que des migrants écossais ont commencé à s'établir en grand nombre à Terre-Neuve et Labrador. Quelques-uns d'entre eux travaillaient au Labrador pour la compagnie de la baie d'Hudson, mais la plupart se sont établis sur l'île de Terre-Neuve. Les Lowlanders sur la côte est et les Highlanders dans la partie occidentale de l'île. Terre-Neuve et Labrador étaient en pleine mutation au début du 19e siècle. L'industrie de la pêche à la morue était prospère et la population augmentait très rapidement. Cette situation découlait directement d'événements qui se déroulaient en Europe. De 1790 à 1815, la Grande-Bretagne était presque toujours en guerre avec la France. Ces nations belligérantes s'étant retirées du commerce de la morue, Terre-Neuve a acquis le quasi-monopole de cette industrie lucrative. Son activité économique en pleine effervescence a attiré des milliers d'immigrants. La plupart venaient d'Angleterre et d'Irlande pour pêcher, mais d'autres, moins nombreux, sont arrivés des Lowlands d'Écosse. Contrairement aux colons anglais et irlandais, peu d'Écossais étaient des pêcheurs. La plupart d'entre eux étaient des marchands, des gens d'affaires ou d'autres professionnels qui comptaient bien profiter de la croissance démographique et économique de la colonie. Jusque dans les années 1840, presque tous les immigrants écossais arrivaient de la région d'Inverclyde. Là-bas, certaines compagnies marchandes faisaient régulièrement des affaires avec Terre-Neuve et Labrador depuis les années 1770, à l'époque où la Révolution américaine a perturbé les liens commerciaux entre les États-Unis et l'Écosse. Alors que l'industrie de la pêche migratoire de Terre-Neuve et Labrador se transformait progressivement en industrie de production résidente au début du 19e siècle, il devenait intéressant pour les marchands des Lowlands d'avoir pignon sur rue sur l'île. La plupart des marchands écossais se sont établis à St. John's,
centre névralgique des échanges et du commerce, ainsi que dans les principaux villages isolés de la côte Est. Même si les marchands écossais étaient beaucoup moins nombreux que leurs concurrents anglais, ils étaient parmi les plus riches et les plus prospères de l'île. En 1809, à St. John's, 10 des 68 quais marchands appartenaient à des Écossais. La plupart étaient mieux assurés que les compagnies anglaises et irlandaises, ce qui laisse croire que leurs affaires étaient plus profitables. En 1810, les compagnies écossaises exportaient 13% de tout le poisson salé produit à Terre-Neuve et Labrador. Un demi-siècle plus tard, le recensement de 1857 notait que 416 immigrants nés en Écosse vivaient sur l'île et que 316 d'entre eux étaient installés à St. John's. 50 autres demeuraient dans la baie de la Conception, dont 40 à Harbour Grace, tandis que les 50 autres Écossais étaient établis dans la baie de Bonavista ou dans la baie de la Trinité. Entre 1840 et 1860, un grand nombre d'Écossais originaires des Highlands se sont établis dans la partie occidentale de Terre-Neuve. La plupart étaient des travailleurs agricoles qui cherchaient de bonnes terres. À la fin du 18e et au début du 19e siècle, il n'y avait pas beaucoup de terres arables dans les Highlands écossais, ce qui a incité beaucoup de familles à immigrer dans des pays d'outre-mer. Des milliers se sont établis sur l'île du Cap-Breton, où il y avait une abondance de riches terres agricoles. Mais les terres commençaient à manquer sur l'île du Cap-Breton dans les années 1840. Des Écossais se sont donc déplacés de l'autre côté du détroit de Cabot, sur la côte sud-ouest de Terre-Neuve. La plupart se sont établis dans la vallée de Codroy et dans la baie Saint-Georges. Non seulement on pouvait y trouver des terres, mais elles étaient de qualité similaire à celles de l'île du Cap-Breton. Le déplacement des Écossais de l'île du Cap-Breton vers Terre-Neuve est considéré comme la seconde vague de migration, puisqu'ils n'arrivaient pas directement d'Écosse. Certains migrants avaient vécu sur l'île du Cap-Breton pendant des années, voire des décennies avant de partir. D'autres y sont même nés et étaient les enfants ou les petits-enfants des premiers immigrants venus d'Écosse. Les données de recensement approximatives permettent difficilement de déterminer avec précision combien de personnes d'ascendance écossaise ont migré dans le sud-ouest de Terre-Neuve. Des registres paroissiaux et des témoignages verbaux laissent croire qu'entre 1840 et 1860, il y a eu au moins 51 déplacements d'Écossais entre l'île du Cap-Breton et Terre-Neuve. Un déplacement inclut au moins une famille nucléaire, mais il peut aussi inclure d'importants groupes de personnes faisant partie d'une famille élargie. Des témoignages indiquent également que dans les années 1880, 67 des quelques 171 ménages établis dans la vallée de Codroy étaient d'ascendance écossaise. Même si les immigrants écossais étaient beaucoup moins nombreux que les colons d'ascendance anglaise et irlandaise, ils ont grandement contribué à l'économie et à la société de Terre-Neuve et Labrador. Certains d'entre eux ont apporté des changements importants qui ont eu une grande portée. William Carson est un médecin et un réformateur politique qui a contribué à instaurer un gouvernement représentatif sur l'île en 1832. Pour la première fois de l'histoire de la colonie, les citoyens admissibles pouvaient élire leur propre gouvernement. Carson a aussi aidé à fonder le premier hôpital civil à St. John's en 1814. Le travail de l'entrepreneur Robert Reed, d'origine écossaise, a eu un impact énorme sur la société et l'économie de la colonie. Son chemin de fer transinsulaire a révolutionné le transport et les communications en reliant les petits villages isolés entre eux et avec les grands centres. Contrairement à d'autres groupes qui se sont établis à Terre-Neuve et Labrador au 19e siècle, les Écossais n'avaient pas besoin de s'adapter à une culture très différente de la leur. Ils étaient chrétiens et n'étaient manifestement pas différents de la plupart des habitants de l'île. De plus, beaucoup de Lowlanders établis dans la péninsule d'Avalon avaient l'avantage d'avoir une bonne éducation et de parler l'anglais.
En revanche, beaucoup de Highlanders installés sur la côte ouest parlaient le gaélique, mais ils vivaient presque exclusivement en groupes constitués de membres de leur famille élargie, ce qui leur permettait de compter sur le soutien de leurs réseaux familiaux.